Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce marathon Twitch spécial élections européennes que nous organisons en compagnie du groupe EBRA. Je suis Elisa Kovo, journaliste société chez Mademoiselle. Ce marathon, il s'inscrit dans une série d'émissions que nous avons organisées spéciales Europe en partenariat éditorial avec Check Europe. À quelques semaines des élections européennes, nous nous penchons pendant 6 heures sur ce scrutin majeur qui va définir l'avenir de l'Union européenne. Vous venez de parler du fonctionnement des élections européennes et du Parlement européen avec Candice Satara, qui est rédactrice en chef chez Mademoiselle. Et je vous propose à présent de parler ensemble de ce que l'Europe a fait et peut faire pour les femmes. À quoi ressemblerait une Europe féministe ? Comment atteindre l'égalité de genre en Europe ? Et où en sont les droits des femmes ? Et pourquoi ces élections sont-elles cruciales pour finalement bâtir cette Europe inclusive ? Alors pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau à mes côtés ce soir Anne-Camille Béquelin, journaliste spécialisée Europe aux dernières nouvelles d'Alsace, membre du groupe EBRA. Bonsoir. Bonsoir. Et Amandine Claveau, co-directrice des études, directrice de l'Observatoire Égalité Femmes-Hommes de la Fondation Jean Jaurès et autrice de l'ouvrage Droits des femmes, le grand recul, à l'épreuve de la crise sanitaire en Europe. Bonsoir et bienvenue. Bonjour à tous et à tous. Alors, déjà, à vous qui nous regardez ce soir, bienvenue aussi. N'hésitez pas à poser vos questions à nos expertes. Elles sont là pour vous répondre. On compte sur vous pour participer. On va commencer cette émission avec un petit état des lieux de où nous en sommes et qu'est-ce qui a été accompli ces dernières années en matière d'égalité. Et je vous propose de commencer avec une première question qui porte sur la position de l'Europe en matière d'égalité. C'est-à-dire que dans le rapport Une Europe féministe que Oxfam a publié récemment, Oxfam note que l'Europe est la région qui est la plus progressiste en matière d'égalité des genres. Elle s'appuie notamment sur les données du Forum économique mondial qui estime que l'Europe devrait être la première région du monde à atteindre l'égalité d'ici 2082. Est-ce que c'est le signe, pour autant, qu'on peut se reposer sur nos lauriers ? Alors, loin de là, mais peut-être revenir un peu sur l'articulation entre Union européenne et le principe d'égalité femmes-hommes et rappeler en fait que l'Union européenne, elle repose sur un ensemble de valeurs et le principe d'égalité en fait partie. Ça a été un principe qui a été posé dès les traités fondateurs, le traité de Rome en 1957, principe d'égalité entre les femmes et les hommes qui a été ensuite renforcé dans d'autres traités. Je pense au traité d'Amsterdam en 1997, ou encore le traité de Lisbonne sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui rappelle bien que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un droit. Donc, je trouve que c'est important de rappeler cet élément-là. Également, de dire qu'il y a d'autres outils qui mettent en avant les questions égalité femmes-hommes, comme la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et on y reviendra peut-être tout au long de notre discussion, ou encore le socle social, le socle social pour le socle européen des droits sociaux, où là encore, c'est un élément qui est mis en avant. Donc ça, c'est le premier élément que je trouve important pour montrer que l'Union européenne a toujours porté dans sa construction communautaire les questions égalité femmes-hommes. Et le deuxième élément que je voudrais avancer, c'est qu'effectivement, l'Union européenne, si on regarde au niveau international, figure comme l'un des continents les plus avancés en matière d'égalité de genre. En témoignent un certain nombre de rapports internationaux. Vous avez parlé du Forum économique mondial, mais je pense aussi à l'indice SIGI de l'OCDE, par exemple, ou encore, si on s'intéresse à l'Institut européen pour l'égalité de genre, IGE, qui fait en fait un calcul du score en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, et qui montre que l'Union européenne est à 70,2 points sur 100. Donc oui, l'Union européenne est avancée sur les questions égalité femmes-hommes, mais là, je vais nuancer largement mon propos. Si on regarde un peu plus finement un certain nombre de chiffres et de rapports, notamment en matière de violences sexistes et sexuelles, on ne peut pas se contenter de ça. Notamment, voilà, les chiffres qu'on voit assez régulièrement. Une femme sur deux en Europe a été victime d'harcèlement sexuel. Si on regarde d'autres enquêtes, notamment, je pense à l'Agence européenne des droits fondamentaux. Alors, c'est une enquête qui date d'une dizaine d'années, mais qui recoupait en fait un échantillon très large de près de 40 000 femmes européennes qui avaient été interrogées
et qui montre des chiffres assez prégnants en matière de violences sexistes et sexuelles. Et si on regarde, alors là, encore plus près de nous, une augmentation des violences sexistes et sexuelles qui ont été enregistrées par les forces de l'ordre au niveau de l'Union européenne, qui ont augmenté de manière vraiment exponentielle entre 2014 et 2018. Et donc là, on peut voir de près de 60%. Et là, on peut voir un effet MeToo. Et il y a d'autres indicateurs qu'on peut regarder. Je pense aux questions d'inégalité salariale. Au niveau de l'Union européenne, les femmes gagnent moins de 13% que les hommes aujourd'hui. Et donc ça, c'est un état de fait dont on ne peut pas se contenter. Effectivement, on va y revenir sur cette question de l'égalité salariale et puis sur les autres aspects en fait qu'englobe cette question de l'égalité de genre. De quoi on parle exactement? Est-ce qu'il s'agit de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dont vous parliez à l'instant, ou est-ce que justement ça englobe plein d'autres aspects de notre vie? Mais avant ça, j'aimerais qu'on regarde un peu ce qui vient de se passer sur la dernière mandature du Parlement européen, puisque comme on vous l'a bien sûr expliqué en première partie d'émission si vous étiez là, et puis comme vous devez peut-être le savoir, mais du 6 au 9 juin, donc il y aura les élections européennes qui se tiennent pour justement élire les eurodéputés qui siégeront pour la prochaine mandature au Parlement européen. Et donc j'ai envie de vous demander, voilà, qu'est-ce qui a été finalement accompli en faveur de cette égalité et en faveur des droits des femmes lors de cette dernière mandature du Parlement européen, et peut-être aussi à l'échelle des autres institutions européennes, puisqu'il n'y a pas que le Parlement européen. Peut-être que vous pouvez un peu nous expliquer aussi comment est-ce que tout cela se... Alors, si on regarde le bilan de la dernière mandature, la Commission européenne a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une priorité. Ça a été notamment évoqué lors du discours sur l'état de l'Union d'Ursula von der Leyen, qui est présidente de la Commission européenne. Et on y reviendra peut-être sur la question de la représentation des femmes dans les institutions européennes. Et donc, voilà, l'égalité femmes-hommes a été une priorité avancée par cette Commission européenne, qui a été appuyée, ou en tout cas outillée grâce à une stratégie égalité femmes-hommes de 2020 à 2025. Donc c'est une stratégie qui va être renouvelée. Et c'est un document, en fait, un peu cadre qui permet d'étayer les différentes actions de mise en œuvre de la part de l'Union européenne sur les questions notamment de violences sexistes et sexuelles, de parité ou encore d'égalité professionnelle. Donc ce sont des effets d'annonce. Et on a vu, par exemple, que l'égalité homme-femme était aussi la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, sans qu'on ait pu sentir de réelles actions concrètes, en tout cas fortes. Est-ce que ce plan d'action de la Commission européenne, selon vous, se traduit concrètement ? Alors, ce qui est intéressant à noter, parce que là, je faisais le bilan, on va dire, sur les éléments à mettre en avant sur ces questions-là, et il y a un bilan beaucoup plus nuancé à faire dans un second temps. Mais vous avez raison, et en fait, cette stratégie, c'est à noter, elle n'existait pas auparavant, donc il y a quand même une avancée dans ce domaine-là. Autre élément important sur la représentation des femmes dans les différentes institutions, et on y reviendra peut-être après, c'est l'une des premières mandatures où il y a autant de femmes à la tête d'institutions, donc la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la présidente du Parlement européen. On va y revenir effectivement. Voilà, on y reviendra après, ou la présidente encore de la Commission de la Banque centrale européenne. Et la Commission, la première à être paritaire, mais ça a été extrêmement compliqué. Quasiment paritaire. Et l'élément que je voulais avancer, le fait qu'il y a une commissaire en charge des questions égalité femmes-hommes, et ça c'est un portefeuille Helena Dalli, qui est maltaise et qui jusqu'à présent n'existait pas dans la mandature. Dans la mandature précédente, donc ça c'est quand même un élément à mon sens à mettre en avant. Et là où peut-être il faut davantage s'apesantir, c'est la série de directives qui ont été adoptées au cours de cette dernière mandature. Alors je ne sais pas si on va toutes les égrener, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont assez importantes. Je pense notamment à la directive sur l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, qui a été adoptée en 2019. La directive qu'on appelle Women on Board, et qui en fait est une directive qui a été adoptée en 2022 et qui vise à instaurer des quotas dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse, donc plutôt les grandes entreprises. Ça, c'est peut-être aussi un point d'achoppement sur lequel il faudrait s'arrêter, parce qu'en fait, les petites et moyennes entreprises ne sont pas concernées, donc de moins de 250
250 salariés, donc c'est quand même un élément à mettre en avant. C'est l'immense majorité des entreprises en Europe. Et c'est l'immense majorité des entreprises. Donc on pourrait là aussi y revenir. Et puis, 2 autres directives. La directive sur la transparence des rémunérations, qui a été adoptée en 2023. Et donc là, qui vise là aussi à favoriser l'égalité salariale. Alors, je le disais en introduction, pourtant, l'égalité salariale figure dans le traité fondateur de Rome de 1957. Et on voit qu'on n'y est toujours pas. Voilà, on témoigne les chiffres que je citais tout à l'heure de moins de 13%. Une inégalité salariale de 13% entre les femmes et les hommes au niveau européen. Et enfin, il y a une dernière directive, et là qui a fait débat et polémique dernièrement, qui a été adoptée sur les violences sexistes et sexuelles, et notamment les violences domestiques, sur les violences au sens large, et qui englobe un certain nombre de mesures, notamment en introduisant des infractions pénales sur différents sujets, notamment mariage forcé, mutilation génitale féminine. Ça, c'est quand même à noter. La question du cyberharcèlement et de l'incitation à la haine en ligne. Donc, il y a tout un bloc de grosses directives qui ont été adoptées, non sans mal, parce qu'il y a eu beaucoup Surtout sur la dernière que vous citez, il y a eu la question de la définition du viol qui a posé énormément de problèmes. Éventuellement, vous voulez nous en dire un mot? Pourquoi est-ce que ça a justement fait polémique? Qu'est-ce qui... Alors, en fait, sur cette directive... on rentre dans le pur... la chose européenne dans sa plus pure essence. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec la confrontation d'univers juridiques et d'histoires sociétales qui sont différentes. Et là, sur la définition européenne du viol, ça a été criant, parce qu'il y a des pays qui sont plus avancés sur ces questions-là, d'autres qui sont moins avancés, qui ont besoin du saut européen, et d'autres qui, comme la France, qui renaclent. Racontez-nous, oui. Donc, effectivement, c'est une directive qui a fait beaucoup débat parce que il y avait la volonté d'introduire la définition du viol dans les infractions pénales, englobant l'ensemble des éléments que j'évoquais en matière de violences sexistes et sexuelles, avec l'idée donc de cette définition du viol qui varie d'un pays à l'autre au sein des différents États membres. Et il y a eu effectivement un certain nombre d'États membres qui se sont fortement opposés. Si je dis pas de bêtises, c'est 13 États. Ouais. 13 États qui étaient en faveur de la définition, l'introduction de la définition du viol avec la notion de consentement. 13 États, je ne vais peut-être pas tous les citer. Et il y a eu une dizaine de pays qui ont été hostiles à cette définition. Et là, on retrouve, et on pourrait dire assez étonnamment, la France, mais également l'Allemagne, aux côtés d'autres pays peu enclins en matière de défense des droits des femmes. Un peu moins avancés, on dirait. Voilà, comme pour ne citer que la Hongrie, par exemple. Et donc là, c'est vrai que ça a été, en termes de visibilité sur cette question-là, il y a eu en fait une difficulté de compréhension sur la position de la France par rapport à ça. Ce qui a été avancé par le gouvernement, c'était de dire bien la définition juridique du viol en France est suffisante, et il y aurait la question de l'inversion de la charge de la preuve qui reposerait davantage sur les victimes si on introduisait cette définition du consentement. Et donc c'est pour cette raison-là, mais aussi, il faut le dire, en raison d'un certain nombre de réticences et de résistance au sein du ministère de la Justice en France, parce que beaucoup de choses reposent sur des normes patriarcales, et il faut le dire, le ministère de la Justice en fait partie parmi d'autres. Mais c'est aussi une notion qui fait débat, pas uniquement entre les États membres, mais y compris au sein des associations féministes, qui voient peut-être là, pour certaines, un danger qui protégerait moins les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Et l'enjeu, c'est évidemment vraiment de protéger de manière la plus stricte les victimes de violences sexistes et sexuelles. Parce que le but, c'est toujours de tirer vers le haut, en fait. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Et donc, in fine, pour en finir sur le débat, ce qui s'est fait, c'est qu'en fait, il a été décidé de retirer
la question du viol de cette directive. Et donc, on aboutit à une directive en demi-teinte pour un certain nombre d'acteurs et d'actrices de la société civile féministe. J'en profite pour rebondir parce que comme je le disais au début de cette émission, en fait, le live de ce soir, il s'inscrit aussi dans une série d'autres émissions qu'on a organisées qui étaient spéciales Europe. Et justement, le 8 mars dernier, enfin le 7 mars, mais à l'occasion du 8 mars, nous avions consacré une émission justement à cette définition pénale du viol dans la loi française, mais aussi européenne. On va vous envoyer le lien dans le chat sous peu si vous avez envie de revoir cette émission en replay. On avait aussi des expertes en plateau qui ont pu décrypter ce sujet en long, en large et en travers et montrer aussi toute la complexité en fait de cette question. Voilà. Et ce qui a été très étonnant sur cette séquence, c'est que toutes les délégations françaises, en tout cas de l'extrême gauche à la droite classique, moins l'extrême droite, qui sont moins présentes, disons, surtout sur les questions des droits des femmes d'ailleurs, toutes les délégations françaises, y compris la délégation macroniste, ont écrit au gouvernement français pour qu'il y ait une opposition, même de la part des macronistes qui se sont retrouvés pris au Parlement européen dans des débats très importants et qui ont voulu plaider pour que la définition du viol évolue en France. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a actuellement une mission parlementaire qui est pilotée par Marie-Charlotte Garin. Qui était présente lors du live que je mentionnais. Voilà, exactement. Et Véronique Rioton, donc, qui sont toutes les deux à la tête de cette mission parlementaire et qui ont mené un certain nombre d'auditions pour réfléchir à l'évolution de la définition juridique du viol en France. Et par ailleurs, le président Emmanuel Macron a annoncé à la suite de la constitutionnalisation de l'IVG qu'il était finalement favorable à l'idée de réfléchir à la révision de la définition du viol. Donc on verra là encore si c'est pas un effet d'annonce. Et en tout cas, c'est un sujet qui est mis dans le débat public, dans le débat public en France, indéniablement. Et ce qui est assez intriguant dans cette histoire, c'est que la France, les États membres ont le temps, en fait. Une directive, il y a des délais de transposition qui sont de 2 à 3 ans, parfois. Transposition, et donc, si on peut juste préciser, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Alors, une directive européenne, c'est un texte qui est proposé par la Commission, qui va être modifié par le Parlement européen, discuté avec les États membres. Et ça veut dire qu'on donne des directives aux États membres pour qu'ils modifient leur législation. Et on leur laisse le temps du débat démocratique en interne. On va adapter. Là, tous les pays n'ont pas les mêmes efforts d'adaptation à faire. Sur la question qui nous occupe, c'est assez patent. Et donc, la France aurait eu le temps d'avoir un débat démocratique sur ce sujet et d'avoir un débat juridique. Mais elle ne voulait pas se le faire, comme d'autres États peu recommandables. Elle ne voulait pas se le faire imposer. Voilà. D'ailleurs, sur les 2 directives que j'ai mentionnées, la directive Women on Board, mais aussi sur la transparence salariale, là aussi, les États, ils ont jusqu'à 2026, en fait, pour leur mise en œuvre et leur application. Donc, effectivement, il y a un temps de latence pour leur application. Le temps européen est long. Pour en savoir plus sur toutes ces avancées, donc, et puis évidemment ce qu'on évoquait à l'instant, mais donc ce qui a été accompli en fait lors du dernier mandat du Parlement européen, je vous conseille un très bon article signé Anne-Camille qui va vous être envoyé dans le chat, qui résume un peu ce que l'Union européenne a pu faire pour les droits des femmes. Mais comme on le disait très tôt, au début de cette émission, on n'est pas non plus arrivé au bout du chemin. Alors, en prévision de cette émission, justement, on est allé rencontrer les Françaises et les Français dans la rue et on leur a posé un certain nombre de questions lors de micro-trottoirs. Et j'avais envie de vous montrer un extrait de ces micro-trottoirs pour aussi vous faire réagir dessus. Il va s'afficher à l'écran. Et d'ailleurs, dans le chat, si vous venez de nous rejoindre, déjà, bonsoir et bienvenue. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que vous seriez capable de citer une femme qui a œuvré à la construction de l'Europe? Non. Ouais, non, la honte. Non. Non, malheureusement non. Pourtant peut-être que je connais, mais là pour l'instant je suis pas capable de vous dire. Est-ce que Simone Veil en a fait partie? Je suis même pas sûre. Ouais. Si, tout à fait. Oh, génial. Mais tu vois, j'étais même pas sûre quoi. Je pense qu'on est très peu informés sur ce qui se passe à l'échelle européenne. Ah bah Simone Veil. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce micro-trottoir, quand on demande donc de citer une femme qui a œuvré à la construction européenne? On voit que il y a une réponse, Simone Veil, effectivement, mais sinon... Simone Veil, elle a accompli tellement d'autres choses que finalement, qu'on retienne ce qu'elle a fait au niveau européen. Elle a été la première présidente du Parlement élue au suffrage universel.
Et symboliquement, c'était très fort parce qu'à l'époque, il y avait assez peu de femmes élues au Parlement européen. C'est un point sur lequel on reviendra. Ça a beaucoup progressé là pour le coup. Mais symboliquement, c'était très très fort. Mais Simone Veil, elle a accompli en France. Elle a une histoire tellement grande, tellement forte que le fait qu'elle soit citée, déjà, je trouve que c'est bon signe. Mais c'est vrai, il y en a tellement d'autres. Ce qui est évident, c'est que ça montre en fait la question de la représentation des femmes dans les instances politiques et de décision au sens large. Et ça pose la question des rôles modèles en fait, parce que là aussi, il y a une question de représentation et la façon dont il y a un certain nombre de stéréotypes encore qui pèsent sur le fait de s'investir en politique en tant que femme. Et quand on sait bien évidemment les difficultés en raison des questions de violences sexistes et sexuelles, y compris dans la sphère politique. Et ça me fait aussi réagir parce que nous, à la Fondation Jean Jaurès, on a mené un travail sur justement la façon dont les médias traitent des questions européennes. Et je pense que ça pose aussi cette question-là, en fait, au-delà de la représentation des femmes et des figures politiques femmes dans les instances européennes. Nous, on mène une étude annuelle depuis maintenant 2018 en partenariat avec l'INA et qui montre le traitement des médias sur les questions européennes. Et donc, c'est très bien qu'un média comme le vôtre traite de cette question-là. Nous, ce qu'on voit à l'échelle des médias, c'est que, donc médias, j'entends radio et télé, il y a seulement 3%, même pas 3% des sujets qui traitent des questions européennes. Donc, en fait, il y a aussi une question d'appropriation de la part des citoyens et des citoyennes sur les enjeux européens. Et alors là, qui plus est, à l'intersection, quand on met aussi les droits des femmes à l'échelle de l'Union européenne, c'est encore plus difficile d'émerger. Je suis d'accord avec vous, ça raconte aussi la façon dont les gens s'informent sur les questions européennes et du coup la visibilité des hommes aussi et des femmes. D'ailleurs, il me semble qu'au journal télévisé de France 2, quand Ursula von der Leyen a été élue présidente de la Commission européenne, c'était ce qu'on appelle un off, c'est-à-dire même pas un reportage avec des interviews et des extraits de discours, etc. C'est des images et le présentateur qui parle par-dessus, qui a duré 40 secondes. C'est la première fois qu'une femme était élue à la tête de la commission. Le 20h de France 2 donne 40 secondes. Donc il y a en effet, c'est pas uniquement un problème de femmes, c'est plus largement un problème avec le traitement des questions européennes. Et j'en profite parce que à la Fondation Jean Jaurès, on va sortir cette semaine justement notre rapport annuel sur cette question-là, qui plus est en fait dans la séquence des élections européennes. On pourrait se dire, est-ce qu'on traite beaucoup de ces questions-là dans les médias, qui plus est dans le cadre d'un scrutin qui va avoir lieu donc le 9 juin, comme on le disait. Et donc, on sortira les résultats cette semaine que je vous invite à, du coup, regarder sur notre site internet. Il y a une réflexion, par exemple, sur le nombre de femmes qui sont têtes de liste de partis importants. C'est-à-dire sur les 8 listes qui sont représentées lors des grands débats, notamment celui auquel nous on a co-organisé au groupe EBRA, il y a 3 femmes. Et est-ce que vous avez une analyse de ce que ça fait aussi de mettre des femmes à la tête de liste et du rôle qu'on leur laisse dans la campagne? Alors, effectivement, nous, on s'intéresse plus particulièrement sur le traitement média sur les questions européennes au sens large et la façon, effectivement, dont les têtes de liste émergent ou pas dans la campagne. Mais ça, c'est aussi lié au jeu politique des différents partis politiques et du contexte national plus large dans lequel ça s'imbrique. Sur cette question de la représentation des femmes donc en politique et dans les institutions européennes, on a fait un graphique, une infographie qui résume avec quelques chiffres clés en fait pour se rendre compte de cette représentation. Les chiffres sont tirés du rapport d'Oxfam que je mentionnais au début de l'émission. On voit qu'on a donc 3 femmes quand même aux plus hautes fonctions politiques, c'est-à-dire à la Commission, au Parlement et à la présidence de la Banque centrale européenne. Est-ce que ça suffit d'avoir des femmes, justement, à ces positions-là pour avoir une Europe féministe? Combien de gens savent qui est présidente de la Banque centrale européenne et combien de gens en France savent qu'elle est française? Ouais. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, donc une présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, on l'a dit, une présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, également présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, et je le disais, une commissaire européenne, Helena Dalli, en charge des questions égalité femmes-hommes, une commission presque paritaire, mais
mais pas complètement. Et si on regarde aussi sur l'échelle du continent européen, le nombre de femmes chefs d'État et de gouvernement, on est l'un des continents, alors pas uniquement, mais on est l'un des continents les plus avancés en termes de représentation aussi, puisqu'on a, si je ne dis pas de bêtises, on a 8 femmes chefs d'État et de gouvernement actuellement. Mais quand je dis ça, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. C'est-à-dire, il faut dissocier la question de la représentation des femmes en politique et dans les instances de décision de la façon dont on mène un agenda féministe en matière de politique publique qui prendrait en compte les questions égalité femmes-hommes. Et donc, on le voit bien, si on regarde un peu plus finement les différents groupes qui sont au sein du Parlement européen aujourd'hui, ça fait pas tout. C'est pas parce qu'il y a des femmes qui siègent au Parlement européen, même si ça a augmenté en termes de représentation. On est à peu près à 40% de femmes eurodéputées dans la dernière législature. Donc c'est évidemment important, et la question de la parité est une composante d'un agenda féministe. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces femmes siègent dans des partis politiques qui prônent un agenda féministe. Et si on regarde les groupes aujourd'hui, si on prend plus finement les votes qu'ils ont eus en matière de droits des femmes et de droits des personnes LGBTQIA+, là c'est assez net. C'est-à-dire que le groupe d'extrême droite, alors il y a 2 groupes, ECR et ID, qui ont voté en fait systématiquement contre les résolutions qui ont été votées en faveur de la santé sexuelle et reproductive ou en faveur des droits des personnes LGBTQIA+. Donc là, on voit très nettement en fait qu'il y a un agenda politique qui peut être mené en matière de défense des droits des femmes, mais ils sont plutôt portés par les partis politiques à gauche, et c'est aussi pour cette raison que les élections européennes, elles sont en fait déterminantes à plus d'un titre. Elles sont déterminantes parce que l'Union européenne infuse dans toutes les politiques publiques au niveau national, et les questions égalité femmes-hommes en font partie. Et donc de mettre en avant une majorité conservatrice de droite et d'extrême droite, eh bien c'est faire pâtir nos droits, les droits des femmes, les droits humains au sens large. On va faire une très courte pause, ne partez pas, on reçoit une 4e invitée en plateau, enfin une 3e invitée en plateau pour la suite de cette émission, une eurodéputée justement qui va pouvoir nous raconter ce que ça veut dire d'être une femme eurodéputée dans l'hémicycle. Ne partez pas, à tout de suite.
De retour, merci de ne pas être parti ou d'être arrivé. Bonsoir à toutes et à tous et à celles et ceux qui nous rejoignent. Celles et ceux qui étaient déjà là, merci d'être encore là. Nous venons de recevoir une invitée spéciale qui nous arrive de Lille, qui a eu un petit retard de train, qui est Karima Delli. Bonsoir. Bonsoir. Karima Delli, vous êtes eurodéputée écologiste. Vous êtes aussi présidente de la commission des transports. D'où le retard. D'où le retard du train. Non, c'est pas moi, c'est Castex. C'est le métro aussi. Et merci d'être là. On vient de parler de la représentation des femmes justement dans l'hémicycle. Et comme vous êtes là, on voulait vous demander, ça ressemble à quoi d'être une femme eurodéputée au Parlement européen ? C'est très difficile parce que moi, je suis eurodéputée et présidente de la commission des transports et du tourisme. Donc, transport et tourisme, c'est les gars, quoi, vous voyez ? Un truc de cheminot ? Il n'y a pas seulement les cheminots, hein, c'est beaucoup la voiture et beaucoup l'aviation. Donc, c'est quand je suis arrivée à la tête de cette commission, c'était il y a déjà 8 ans, ça a été un petit peu l'électrochoc parce que personne n'avait connu une femme à la tête de cette commission depuis 1979, donc depuis 40 ans, vous voyez. Ça fait très longtemps. En plus, moi, je suis écolo. Donc, ça faisait un double effet qui se coule, écolo et femme, vous voyez. Quand vous êtes arrivée comme députée européenne et à la tête de cette commission, vous étiez en plus jeune par rapport à la moyenne d'âge. Et en plus, jeune, vous voyez, donc ça fait quand même beaucoup. Donc, la première fois que je suis rentrée au Parlement européen, j'étais l'une des plus jeunes de France et écolo. Et donc, j'étais dans la commission des affaires sociales à l'époque, donc pas très féminisée cette commission. Et donc j'avais ma première mission, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était la délégation qui partait en mission sous présidence espagnole. Et on était attendu avec le président du Parlement européen au ministère des Affaires étrangères le premier soir. Alors qu'il y avait Buzek, qui était le président du Parlement européen de l'époque, donc il dit bonjour comme ça à tous les députés, bonjour, et il s'arrête vers moi. Et il me dit, bonjour, vous parlez combien de langues ? Donc moi je regarde et je lui dis, moi je parle 3 langues, etc. Et il me dit, vous faites le plus beau métier notamment que je connaisse, notamment interprète. Et il pensait que j'étais l'interprète de la délégation. C'est parce que je crois que, et c'est vraiment vrai dans le Parlement et dans les institutions, quelles qu'elles soient, c'est que la politique a été faite par les hommes et pour les hommes. Et ils n'ont pas cette vision d'avoir des jeunes femmes notamment à ces postes de responsabilité. Et lorsque je suis arrivée à la tête de cette commission des transports, alors là, c'était l'électrochoc, parce que je suis arrivée avec tout d'abord une compétence très forte, parce que j'avais arraché la première commission d'enquête sur un scandale sanitaire, c'était le Dieselgate. Donc déjà, tout le monde me voyait en tant que dragon, vous voyez le truc, un dragon écolo. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile, parce que d'avoir une jeune femme face à des hommes grisonnants qui adorent la voiture et qui adorent l'aviation, c'était l'électrochoc, vous voyez. Et donc, j'ai eu le droit à un petit bizutage. Eh oui. Comme quoi ? Comme quoi, par exemple, un truc très simple, c'est d'abord, ils ont voulu imposer le tutoiement et de m'appeler Karima. Et moi, j'ai tout de suite recadré en disant, je suis pas votre copine. Dans la commission, c'est Madame la Présidente. Donc, il fallait tout le temps essayer de s'imposer en termes d'autorité. D'abord, on ne m'appelle pas par mon prénom. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai eu le droit à des remarques hyper sexistes. Par exemple, je me souviens très bien, j'avais mis un petit haut fleuri où on voyait un petit peu mes épaules. Et là, on a dit « Ah, le printemps est de retour ». Et j'ai recadré tout de suite, en fait. Ça rappelle ce qui avait été fait à Cécile Duflot. Voilà, sur la robe, etc. Donc, les vêtements des députés, c'est toujours un sujet qui... Mais c'est un vrai grand sujet. Ouais. Et ensuite, il faut faire preuve aussi on a un procès aussi d'incompétence quand on arrive. Parce que une présidence, notamment de commission, c'est elle qui va gérer notamment l'ensemble des compromis, qui va devoir négocier avec le Conseil. Le Conseil, c'est 27 ministres, donc il faut vraiment s'atteler à connaître par cœur tous les dossiers. Et à un moment, c'était assez drôle parce qu'on était en plein Brexit et on a voulu à moi, Karima Delli. Pas à moi, oui. Moi, je connais tous mes dossiers. Et c'est là où on m'a dit, lors d'un colloque, on m'a dit, mais votre discours est trop technique pour une femme. On n'aurait jamais dit ça à un homme, par exemple. Vous voyez ? Donc, le fait d'être femme dans cette institution européenne, je pense que au début, c'est difficile. Bon, c'était maintenant il y a 8 ans.
Maintenant, ça a un autre regard de ce que je vois à l'Assemblée ou au Sénat. C'est-à-dire que Justement, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce qu'au fur et à mesure, là, vous dites que vous avez démarré il y a 8 ans, il y a eu cette phase de bizutage. Est-ce qu'il y a un moment où ils s'habituent et où ça passe, où ça devient normal? Alors, au bout de 2 ans et demi, parce qu'on est élu tous les 2 ans et demi dans une présidence, ils se sont faits, et au fait, c'est là où ça a été extraordinaire, c'est que personne n'a voulu se présenter face à moi. Ils se sont tellement habitués que j'étais à chaque fois élue, même pas par un vote, par acclamation. Donc c'est un peu la classe, mais au moins le dispositif est fait pour 2 choses. C'est qu'on ouvre derrière les portes et les fenêtres à des futures femmes, et on montre surtout la chose que nous sommes autant compétentes que des hommes, et nous savons piloter des secteurs économiques qui sont très difficiles, très techniques, mais en même temps, le transport, quand on regarde la capacité derrière, ce que ça veut dire sur l'automobile, l'aviation, le maritime, je ne vais pas tous les faire. Moi, j'aime bien le train, on va le dire le train quand même, le vélo. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une chose dont je suis hyper fière, c'est vraiment que cette commission ne pourra jamais ne plus dire on n'a pas de femmes compétentes. On a des femmes compétentes, notamment dans ces secteurs-là, à des postes de direction. Amandine Claveau mentionnait tout à l'heure l'importance justement d'avoir des rôles modèles. Est-ce que ça, c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord? C'est un peu ce que vous évoquez quand vous dites on ne pourra plus jamais dire qu'on n'a pas de femmes compétentes. Oui, je pense que le Parlement européen, sa force, contrairement à l'Assemblée nationale et au Sénat aussi, c'est que nous sommes dans une... Déjà, on n'a pas du tout la même culture, vous voyez. C'est-à-dire que les petites remarques, même si je les ai eues au début, elles se sont calmées tout de suite. Ça peut être récurrent dans des assemblées nationales, vous voyez. Au Parlement européen, c'est assez cadré, notamment dans l'hémicycle, où je me souviens d'un député polonais, lors d'un débat sur les femmes, qui avait dit les femmes sont faibles, donc elles doivent rester à la maison. Tout de suite, le Parlement européen a pris des sanctions. Voyez, c'est-à-dire, on a levé son indemnité, il n'a pas pu représenter pendant 3 mois le Parlement. Ça, c'est le Parlement européen. À l'Assemblée nationale, je ne crois pas, ni au Sénat. Vous voyez que les imitations de poules quand une femme parle ne sont pas sanctionnées à l'Assemblée nationale. Oui, il y avait Madame Massonneau qui avait eu ce genre de remarques à l'Assemblée. Au Parlement européen, tout est sanctionné. Vous voyez, c'est quelque chose. Alors après, on a quand même une délégation, une commission des droits des femmes. Alors souvent on dit mais pourquoi elle existe encore cette commission? Parce que ça devrait être transversal et qu'on n'a pas notamment à dire cette commission est faite juste pour les femmes. Mais on en a plus que besoin en fait. Et la nouveauté, c'est que ce sont des hommes qui président. Ça n'arrive pas notamment dans les assemblées nationales et c'est assez nouveau parce que justement la compétence entre guillemets être homme féministe, on sait ce que ça veut dire plus dans le Parlement européen qu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et une dernière chose qui, moi, me semble très importante par rapport à votre question, c'est que on arrive à vraiment, au Parlement européen, à montrer à quel point, au-delà de la culture, c'est que les femmes, aujourd'hui, ont marqué l'esprit de l'histoire du projet européen. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment énorme parce que par exemple, Louise Weiss, vous voyez, c'est une des pionnières de l'histoire, notamment de l'Europe. C'est totalement un bâtiment qui lui est consacré, vous voyez, comme Nicole Fontaine, etc. C'est le nom du bâtiment du Parlement à Strasbourg, celui qu'on voit partout. C'est lui qu'on voit partout, etc. Ouais. Et donc, je crois que c'est quand même très important que ces femmes, au fait, qui ont dessiné le projet européen, se retrouvent partout dans la mémoire, même symboliquement, des institutions, ce qui n'existe quasiment pas, notamment en France, par exemple. Mais sur la question des rôles modèles, déjà, Karim Madeli, pardon, Madame la Présidente, est-ce que vous en avez eu des rôles modèles? Est-ce qu'il y a des femmes politiques qui vous ont fait vous dire à un moment, mais moi aussi je peux le faire? Et est-ce que vous, deuxième partie de la question, est-ce que vous maintenant, quand vous agissez, vous avez, en plus de vos responsabilités politiques, la conscience que vous avez que vous portez une responsabilité dans la façon dont vous êtes une femme en politique? Alors d'abord, moi j'ai un parcours qui fait que je n'aurais jamais dû faire de la politique. Parce que je suis la 9e de 13 enfants, mon père était ouvrier textile, on ne parlait pas politique chez nous, et que la politique c'était trop loin. Pour nous, les institutions politiques, c'était inaccessible. Donc là, moi je suis la 9e de 13, donc attaquante au foot pour ceux qui aiment le foot. C'était pas possible. Et au fait, j'ai fait un BTS action commerciale, et dans ce BTS action commerciale, je devais faire une école de commerce, vous voyez.
Et jamais la politique, ou jamais personne m'avait dit que je pouvais avoir une place en politique parce que ce n'était pas fait pour les classes populaires. Il faut le dire. Il y a un plafond de verre, pas seulement pour les femmes, mais pour les gens issus des classes populaires en politique. Et donc, à aucun moment dans ma vie, je me suis dit, je vais faire de la politique. Parce que personne m'avait dit que c'était possible. Bref. Il y a besoin de 2 rôles modèles, en fait, là. Ah oui, non, mais vous allez voir. Et au fait, j'ai fait des sciences politiques parce que j'ai fait une licence de droit public et je suis tombée amoureuse, non pas du prof, mais de la matière, histoire des idées politiques, parce qu'on me l'avait pas dit que ça existait, qu'on pouvait changer la vie des gens avec la science politique. Donc j'ai fait ça. Et dans ce cadre-là, je faisais un mémoire sur les femmes politiques au Sénat et j'ai rencontré cette femme extraordinaire qui s'appelle Marie-Christine Blandin, qui était la première femme présidente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, parce que moi je suis ch'ti et très fière de le faire. Moi aussi. Et voilà, on est ch'ti. Et c'est cette femme-là qui m'a donné ma chance, parce que lorsque j'ai fait mon mémoire, je l'ai rencontrée 7 minutes et elle m'a montré à quel point en fait l'écologie, c'était pas l'écologie pour les bobos. L'écologie, elle appelle ça l'écologie populaire, c'est l'écologie d'abord pour les classes populaires. Et donc, je me suis dit, mais c'est moi, en fait. Et moi aussi, j'ai le droit à la bonne écologie. Et c'est à partir de là, je me suis dit, ah, mais il y a un truc qui s'est passé. Et quand j'ai eu le droit d'aller faire une thèse, je faisais une thèse sur le Sénat français. Bah oui, ça existe, désolé. Et donc, j'ai écrit à cette sénatrice. Et cette sénatrice m'a donné ma chance, puisque j'ai travaillé avec elle au Sénat. Et dans ce cadre-là, ça a été mon mentor. Elle m'a tout appris, vous voyez. Et dans ce cadre-là, et c'est là que c'était dingue. Premier mentor, Marie-Christine Blandin. Deuxième mentor, qui pour moi m'a donné aussi ma chance. Et c'est pas une femme, c'est quand même aussi... c'est un homme qui m'a donné ma chance, parce que moi, je travaillais au Sénat, je faisais des collectifs à côté. Et un jour, Daniel Cohn-Bendit m'a appelé. Il m'a dit, j'aimerais bien que tu fasses ma campagne. Alors j'ai dit, bah ouais, c'est cool, mais il me dit, ouais, je veux que tu fasses ma campagne, mais je veux que tu sois sur ma liste. Alors j'ai dit, d'accord, mais il faut pas que je sois élu, parce que moi j'ai une thèse à finir. Il m'a dit, mais jamais de la vie tu seras élu. Et moi je l'ai cru, donc j'ai pas dit à mes 12 frères et sœurs dans le Nord. Et on a fait la campagne à fond. Et il m'a donné ma chance, parce que le 7 juin, à 3h du matin, le préfet d'Île-de-France m'appelle et il me dit, Madame Dely. J'ai dit oui. J'avais dit à personne que j'allais être élue. Et il m'a dit, bah, vous êtes élu député. Et c'est là où il y a un double tremblement de terre. C'est le fait d'être élu. Donc on a une vraie responsabilité quand on vient des classes populaires. Et le fait d'avoir cette responsabilité de changer la loi pour les gens. Donc là, c'est vrai que le phénomène est la femme, la jeune femme, qui, avec son mentor, parce que mon mentor m'a dit, mais c'est la chance de ta vie. Il y avait une certaine autorité, Daniel Cohn-Bendit. Quand on est sous l'aile de Daniel Cohn-Bendit, on est quand même quelque part protégé. On n'est pas protégé, c'est qu'on a cette chance, mais vraiment cette chance de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, Daniel Cohn-Bendit, moi je suis arrivée, j'étais aussi, j'ai oublié de vous dire, une activiste. Et donc au Parlement européen, il faut être sérieux normalement. Vous voyez, les petites actions, jeter des confettis et boire du champomis. Que vous faisiez dans le cadre de Jeudi Noir, hein, c'est ça? Ce que je faisais dans Jeudi Noir pour le mal logement, c'était un peu fini. Et Daniel Cohn-Bendit, mais on avait une bande, on était une équipe, vous voyez. Donc j'avais José Bové, vous savez, le démontage du McDo, Eva Joly. On était une équipe, et ce qui était extraordinaire, c'est qu'au sein du Parlement européen, ils m'ont donné ma chance et j'avais le droit de tout faire, vous voyez. Et aujourd'hui, vous en êtes à votre 3e mandat, qui est donc... Troisième et dernier mandat. Alors... Ne pleurez pas, c'est pas grave. On a parlé effectivement des avancées, on a parlé de votre expérience en tant qu'eurodéputé. Quand je parle des avancées, donc on a évoqué ce que l'Europe a fait, notamment durant cette dernière mandature, le Parlement européen, pour les femmes. Est-ce qu'on peut parler maintenant peut-être des lacunes et des choses sur lesquelles il faudrait encore travailler? Amandine Claveau, est-ce qu'il y en a certaines que vous identifiez? Alors, il y en a beaucoup. Ah ouais. Il y en a beaucoup. Peut-être en avancer une, notamment pour la défense des droits et santé sexuelle et reproductive, donc c'est-à-dire le droit à l'avortement et l'accès à la contraception. Si on regarde le continent européen, il y a encore aujourd'hui 3 États sur le continent européen, donc Malte, le Vatican, Andorre, où l'avortement est complètement interdit. Et donc, le Vatican, c'est moyennement utile. Voilà. En tout cas, je les cite parce que je les cite je dis sur l'ensemble du continent européen, hors UE également.
Et donc, ce que ça pose comme sujet, c'est qu'il y a aujourd'hui 20 millions de femmes européennes qui n'ont pas accès à un avortement sûr, légal, gratuit. Et donc, j'aimerais mettre en avant l'initiative citoyenne européenne qui est portée par le mouvement Ma Voix, Mon Choix, et qui invite justement à ce que tous les citoyens et citoyennes se saisissent de ce sujet et signent cette initiative pour permettre un avortement sûr, légal et gratuit aux femmes européennes qui justement sont dans des États, je pense notamment à la Pologne ou encore en Hongrie, mais il y a d'autres États où il y a un certain nombre de restrictions qui empêchent les femmes de disposer librement de leur corps. Et donc c'est une initiative intéressante parce que si elle récolte 1 million de signatures à l'échelle de l'Union européenne, ça obligera en fait la Commission européenne à se positionner sur ce sujet parce que aujourd'hui les institutions européennes elles se cachent un peu en matière de défense des droits et santé sexuelle et reproductifs parce que la santé ne fait pas partie des compétences de l'Union européenne. Pourtant, lors de la crise du Covid-19, ça ne vous aura pas échappé, l'Union européenne est fortement intervenue sur ce champ-là et c'était fort heureux. Et donc, il faudrait en faire de même en matière de droit à l'avortement. C'est aussi une question de droits fondamentaux. L'Union européenne est censée préserver un certain nombre de droits et donc il faut absolument avancer sur cette question-là. Peut-être l'autre élément que j'aimerais avancer aussi, c'est la question de la Convention d'Istanbul. On n'en a pas encore parlé en matière de... C'est de cette mandature, oui. Voilà, qui est donc en fait l'un des instruments juridiques, l'un des plus protecteurs pour les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment de violences domestiques. Et donc, l'Union européenne a ratifié cette convention dernièrement en 2023. Il faut savoir que c'est un texte qui existe depuis 2011, donc on voit aussi le temps de latence sur le fait de ratifier ce texte. Et aujourd'hui, il y a encore au sein de l'Union européenne 5 États membres qui sont très rétifs à l'idée de ratifier cette convention. Et donc, on voit qu'il y a des mouvements, en fait, on n'en a pas encore parlé, mais il y a un vrai mouvement de recul généralisé au niveau international, parce que on s'inscrit dans un contexte international où, évidemment, la question de la révocation de l'arrêt Roe versus Wade aux États-Unis, donc qui permettait aux femmes américaines d'avorter, cette révocation de l'arrêt contrevient en fait très fortement sur les droits des femmes à disposer de leur corps, et ça s'inscrit dans une dynamique très générale où il y a des mouvements conservateurs très organisés qui en fait ont un agenda commun contre les droits des femmes. Alors justement, je voudrais vous montrer une vidéo qu'on a tournée, un micro-trottoir, comme ça vous allez pouvoir y réagir. Est-ce que tu as l'impression que les droits des femmes avancent ou reculent plutôt en Europe en ce moment ? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils reculent. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on a vu en France que le droit à l'IVG était inscrit dans la Constitution, donc ça, c'est très chouette. Mais quand tu vois en Italie, là, ce qui s'est passé très récemment, où l'IVG est encore remis en cause, où ils acceptent que des personnes anti-IVG puissent venir dans les cliniques, j'ai l'impression d'un retour en arrière. Je pense que ça dépend des pays. En Europe, il y a beaucoup de disparités sur cette question-là, parce qu'en France, on a eu la constitutionnalisation de l'IVG, mais par exemple, je pense à d'autres pays comme la Hongrie ou même l'Italie, où il y a quand même des retours en arrière sur les droits des femmes, notamment sur l'IVG. Le Portugal aussi. Ouais. Je pense que c'est très lié à la montée en puissance de l'extrême droite aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Je pense que ça avance, mais qu'il y a encore du boulot. Une réaction peut-être à ce qui a été dit. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce micro-trottoir, et les réponses? Assez en phase avec la réalité. Nous, à la Fondation Jean Jaurès, on a documenté en fait ce phénomène de recul à travers 2 travaux principaux. Vous l'avez cité, moi j'ai écrit un essai qui porte en fait sur l'impact de la crise sanitaire sur les droits des femmes en Europe. Et nous, ce qu'on montre en fait, c'est que ça a été en fait un facteur conjoncturel qui a accentué et qui a creusé davantage les inégalités entre les femmes et les hommes dans tous les champs, violences sexistes et sexuelles, j'en parlais, droit à l'avortement, et aussi égalité professionnelle et représentation des femmes dans les instances de décision. Donc il y a eu cet élément conjoncturel qui a été important
au point que des instances internationales, comme le Forum économique mondial, qui dit, voilà, on a perdu plusieurs générations de progrès en la matière. Et l'autre document que j'aimerais vous mentionner, c'est un rapport qu'on a sorti en partenariat avec Equipop, et qui parle du backlash au sens large au niveau international. Et effectivement, en fait, aujourd'hui, on assiste très clairement à une montée en puissance de la part de la droite populiste et de l'extrême droite. Et je le disais précédemment, avec cet agenda commun, en fait, de s'opposer et d'attaquer les droits des femmes. On le voit notamment à la faveur, en fait, de l'arrivée au pouvoir d'un certain nombre de partis d'extrême droite. L'Italie, Giorgia Meloni, le Pays-Bas actuellement, plus récemment aussi, enfin un peu plus longtemps aussi, la Suède. Et à chaque fois, en fait, leur première mesure, c'est de s'attaquer aux droits humains dans leur ensemble, et notamment les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+. Ce recul, vous le sentez dans l'hémicycle? Comment est-ce que... D'abord, il faut dire une chose, c'est que pour une fois que la France est à l'avant-garde sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, c'est une avancée qui est majeure. Mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. C'est pas parce qu'on a l'IVG dans la Constitution qu'il faut pas doter les plannings familiaux, l'accompagnement des femmes qui sont seules, etc. en termes de moyens. Où est le fameux 1 milliard que la France avait dit comme la grande cause du quinquennat. Vous voyez, ça suffit pas. Mais ça envoie un symbole européen, voire international, que ce droit fondamental, nous n'y toucherons pas, et c'est sacralisé. Donc la prochaine étape réelle, qui va être un des combats majeurs, c'est d'inscrire notamment l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux. Le problème que nous avons dans cette Charte des droits fondamentaux, c'est qu'il faut l'unanimité. Et le problème, il est là. L'unanimité, vous l'avez très bien dit, lorsque nous avons des pays comme la Hongrie, l'Italie, mais aussi la Slovaquie, etc. Faut pas oublier tous ces pays-là qui considèrent aujourd'hui que le fait religieux est important. Donc, la femme qui veut disposer de son propre corps, de sa propre liberté, on la restreint, vous voyez. Donc là, il va falloir que nous, on n'oublie pas toutes nos sœurs qui sont partout en Europe, et pour pouvoir dire maintenant ce droit il doit être partagé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui, moi, me paraît insensée, c'est la question des violences faites aux femmes. Je vais vous dire que dans les VSS, pour la première fois, la Commission européenne avait sorti ce fameux texte où elle dit concrètement ça va être une grande priorité. Sauf que les violences faites aux femmes, il y a ce mot viol. Oui. Et quand j'ai l'Allemagne et la France qui ne veulent pas définir la question du consentement, ça revient à rien en fait cette loi. Donc, prochaine mandature, ils vont avoir du boulot, parce qu'il va falloir réellement qu'on inscrive la question du viol comme justement un fait d'acte de violence faite aux femmes. Et je terminerai une chose qui et vous l'avez un peu évoqué, mais il faut le dire, mais les femmes ont vécu une violence inouïe, invisible durant le Covid. Les femmes qui ont été frappées, humiliées, on n'a pas compté le nombre de féminicides aux sorties du Covid, vous voyez ? Ça, c'est quelque chose qui devrait même pas être dans juste des agendas. On devrait vite y remédier. Et le problème que nous avons sur cette question des féminicides, c'est véritablement le fait que derrière, il y a tous des dispositifs qui ne sont pas mis en action. La question de la prévention, la question de la protection des femmes, et notamment des enfants, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut protéger tout de suite. Et les dispositifs ensuite sur la police, la détection, vous voyez. Ça, ce sont des dispositifs qui existent dans des bonnes pratiques, et je pense notamment à l'Espagne, qui a décidé pour la première fois que ces questions-là seraient transversales notamment aux différents gouvernements. Donc l'Europe peut s'en inspirer. Et sur la précarité, et ça, moi, je ne comprends pas l'Europe, je suis désolée, mais si on continue comme ça, il va falloir attendre 2099 pour avoir l'égalité salariale. C'est quand même assez fou. On a adopté, alors on dira, c'est un premier pas, mais je comprends pas pourquoi les femmes, on dit toujours des premiers pas. Mais l'égalité salariale, on a juste voté une directive qui va obliger les entreprises à faire une meilleure communication et transparence sur le volet salarial. Mais l'écart, il est toujours présent, en fait. Vous voyez, on va pas sanctionner des entreprises pour dire maintenant ça suffit. On a les mêmes compétences, on veut le même salaire. Donc, on a du travail.
Merci beaucoup. C'était le mot de la fin parce qu'on arrive déjà à la fin de ce premier plateau. Et oui, mais ne partez pas parce qu'on continue justement avec l'importance de ces élections qui se joueront donc du 6 au 9 en Europe. Et ensuite, parler aussi concrètement de comment est-ce qu'on a construit cette Europe féministe. Donc, ne partez pas. Merci à vous deux d'être venus à ce plateau. Merci, Madame la Présidente, Karima Delli, eurodéputée écologiste sortante et actuelle présidente de la Commission des Transports et du Tourisme du Parlement européen. 16 juillet. Jusqu'au 16 juillet, exactement. Et merci à vous, Amandine Claveau, d'être également venue, co-directrice des études, directrice de l'Observatoire Égalité Femmes-Hommes de la Fondation Jean Jaurès. Voilà, merci à tous les deux et puis bonne soirée et à bientôt. Merci. Et à vous, à bientôt.